Direct. Bonjour, bienvenue à ce webinaire un peu exceptionnel où on va parler de la crise du Covid, bien entendu. Vous êtes déjà nombreux connectés et je vous en remercie. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes. Alors, un webinaire un petit peu hors norme parce que on déconfine. C'est le cas de le dire. Et tout ça a changé un peu le scénario que nous avions prévu au début. Nicolas Doucerin, donc le fondateur de Valumène, est actuellement coincé dans les embouteillages, certainement liés au trafic, liés au déconfinement. Donc, je vais avoir l'honneur de jouer le maître de cérémonie et je suis aujourd'hui accompagné d'un autre de nos managers de transition de talent, Eddy Corneille. On va parler de cette gestion de la crise et on va parler plus particulièrement d'une gestion logistique de cette crise. Alors, Eddy, peut-être en quelques mots, écoute, je t'invite à te présenter et puis on relaiera derrière. Tu as un passé de militaire, mais au-delà de ça, il y a plein d'histoires à raconter sur tes aventures de militaire et de logisticien. Et on sait que vous êtes nombreux aujourd'hui, anciens militaires ou militaires en reconversion, à nous suivre et je vous en remercie. Mais qu'est-ce que tu as vécu comme expérience de militaire, de logisticien, avant qu'on attaque notre sujet concernant la crise du Covid? Merci Bertrand, avant toute Avec chose, plaisir. de m'avoir invité. J'ai effectivement 35 ans d'armée derrière moi, 35 ans dans l'armée de terre, où j'ai principalement fait de la logistique parce que très rapidement, c'est quelque chose qui m'a interpellé, quelque chose qui m'intéressait et quelque chose qui était plein de défis surtout. Et donc, du coup, je me suis naturellement orienté dans ce domaine-là. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer et de mettre en œuvre mes compétences dans ce domaine, aussi bien sur le territoire métropolitain que outre-mer, que dans des opérations extérieures, dans différents organismes, pour faire de la planification, pour faire de la conduite opérationnelle, voire même du conseil. Voilà. Et j'ai, au bout du compte, après ces 35 ans, décidé d'aller voir un peu ailleurs de la couleur de l'herbe. Et c'est ce qui m'a amené à m'orienter vers une carrière de manager de transition. Super, merci. Alors, afin qu'on facilite le dialogue entre nous, je vais juste faire un petit focus sur la partie technique de notre échange, de notre webinaire. Vous avez, à travers l'interface Livestorm, vous avez sur le côté plusieurs onglets, dont un onglet chat qui permet d'échanger, de dialoguer si vous voulez répondre instantanément, souligner un commentaire. Vous avez un onglet questions qui vous permet d'adresser des questions à Eddy et qu'on utilisera après la présentation, donc après la première partie. Et puis enfin, vous avez un dernier onglet qui est l'onglet sondage, qui là, en fait, ça nous permettra de récolter un feedback sur comment vous avez apprécié ce webinaire et surtout comment vous imaginez un prochain webinaire, un prochain sujet. Voilà, maintenant cette petite considération technique terminée, et écoutez, on va rentrer dans cette matière supply chain et logistique, et je pense que c'est intéressant de resituer un peu, parce qu'il n'y a pas que des gens de la logistique et de la supply chain qui participent à ce webinaire, et souvent il y a une confusion sur qu'est-ce que c'est que la supply chain, qu'est-ce que c'est que la logistique, à quoi ça sert, où est-ce que ça se situe dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et voilà, écoute, Eddy, tu es le patron de ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit zoom pour clarifier, au moins en termes de vocabulaire, ce que c'est que ces métiers? Merci. D'accord. Je ne suis pas un spécialiste de la supply chain. Dit-il modestement. J'ai beaucoup travaillé là-dedans, mais je crois qu'il est effectivement important d'être un petit peu précis sur les définitions, parce qu'on a tendance un petit peu à mélanger l'un avec l'autre. Ce qu'il faut savoir, la supply chain, c'est l'ensemble des tâches et des opérations qui vont du producteur jusqu'au consommateur. Qui prend en compte la livraison, le stockage, les différents transports, l'argent, les opérations d'un bout à l'autre de la chaîne. La chaîne logistique, elle,
elle fait partie de la supply chain, Mhm. mais elle ne s'intéresse qu'à la partie stockage, préparation, distribution, livraison. Mhm. D'accord ? Les deux ont pour but de livrer la bonne quantité de produits au bon endroit, avec le bon niveau de qualité, Au au bon moment, au bon moment, comme on dit. avec un coût raisonnable. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour pouvoir illustrer ceci, on peut voir un petit schéma. Ouais, il y a un schéma qui va être utile en fait, parce que la mission, si on rentre dans le détail de cette mission hein, en introduction, donc c'est vrai que tu nous as partagé tes expériences militaires. Après, il y a eu un passage par une grande société du e-commerce, avant d'embrasser cette nouvelle mission hors norme, où là, on est dans une agence d'État, hein, on est chez Santé publique France, voilà, qui a eu à gérer cette crise exceptionnelle, et elle a géré sur plein d'aspects. On va se concentrer aujourd'hui sur cet aspect logistique, où Eddy va nous faire part de son expérience. Mais si on revient à cet aspect supply chain et logistique, en fait, tu as été un des maillons de cette supply chain, avec un périmètre qui était bien défini, justement, qui est ce périmètre logistique. On va demander à la régie de nous afficher la slide avec le schéma. Le petit schéma pour pouvoir bien comprendre les choses. Que les gens qui participent au webinaire comprennent en fait que tu t'es en fait focusé sur cette partie logistique, donc plus liée à l'entreposage et puis à la distribution, à la livraison, au transport, et à la à la livraison. distribution. Voilà, donc tout le schéma aval. A priori, il y a un petit souci pour passer le petit schéma qui va bien. Voilà, super, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc là, on a le rappel de ce que je viens de dire, la supply chain, l'ensemble des tâches des opérations, la chaîne logistique, et donc le petit schéma. Vous voyez, j'ai pris un petit exemple simple, un producteur de fraises. De fraises, voilà. Parce que, cette saison. Oui, et parce que dans ma famille, ils aiment bien les fraises. Et donc, le producteur qui va vendre ses fraises au grossiste, le grossiste qui va l'amener à une usine qui va produire de la confiture de fraises. Et ensuite, cette usine, une fois que la fraise est transformée en confiture, il va y avoir un stockage où on va être accumulée la production. Et ensuite, il va y avoir un système de distribution avec des détaillants jusqu'au consommateur. Alors, vous voyez la partie supply chain et la logistique qui est à l'intérieur. Ouais. Alors c'est intéressant parce que maintenant, si on revient quand même à la mission que tu as menée dans cette agence, c'est peut-être intéressant de contextualiser et d'employer les mots qui vont bien, parce qu'on n'a pas parlé de fraises là. On parlait de pays, donc de masques, de gants au début. Ça s'est élargi après avec d'autres produits, avec plus de complexité. Mais les acteurs ne sont pas exactement les mêmes. La chaîne reste la même, mais les acteurs sont différents. Alors, pour contextualiser, si on prend à la place de l'usine qui produit des fraises, de la confiture de fraises, on y met des laboratoires qui produisent des vaccins. À la place du stockage, on y met des dépositaires qui sont des entrepôts, des prestataires qui ont fait le stockage, la préparation. La distribution se fait par des transporteurs, bien évidemment. Les détaillants en question sont soit des officines, donc des pharmacies, soit des centres de vaccination. D'accord. Et les consommateurs sont à ce moment-là ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de vacciner. Voilà. Donc on a recontextualisé la chose. Vous voyez que la supply chain, elle peut s'appliquer dans tous les domaines. Voilà. Complètement. Merci Eddy pour cette précision. Alors, c'est vrai que quand on parle de supply chain, on parle aussi de synchronisation de flux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de supply chain sans système d'information, sans une conjugaison d'un ensemble à la fois de flux physiques, de flux d'informations et de flux financiers. On peut peut-être faire un focus dessus parce que ça a aussi du sens de le rappeler. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, parlons de la composition de la supply chain. Qu'est-ce que c'est ? On parle de 3 flux. Un flux physique, qui est le déplacement des marchandises au sein de l'organisation, un déplacement qui va aller du producteur vers le consommateur. On va parler d'un flux d'information qui est l'ensemble des éléments et des données dont on a besoin pour l'approvisionnement.
qui concernent les fournisseurs, qui concernent les transporteurs, qui concernent les clients, qui concernent les commandes, qui concernent les états de stock, bref, toutes ces données, toutes ces datas dont on a besoin pour pouvoir faire une conduite efficace et performante. Et enfin, le flux financier et administratif, tous les documents et toutes les transactions doivent être répertoriés, connus, identifiés, classés pour être utilisés de façon efficace et à bon escient. Le petit schéma que l'on voit là, si avec une supply chain en raccourci, permet de voir comment s'organisent ces flux. On a un flux d'informations qui monte dans les deux sens, puisqu'on va récupérer des données concernant l'approvisionnement qui vient des fournisseurs. On va récupérer des données qui correspondent à des commandes qui vont aller vers les clients. On va récupérer des données sur les états de stock, sur les capacités et sur les mouvements à venir. Il y a un flux physique qui, bien évidemment, va du fournisseur vers le client, qui ne va que dans un sens, et un flux financier qui, lui, remonte, bien évidemment, puisque le client va payer aux détaillants, qui va payer aux grossistes, qui va payer aux fabricants, et ainsi de suite. Alors là, on était peut-être dans un contexte un peu différent, parce que voilà, tous ces produits-là, les EPI, les vaccins n'ont pas été vendus. En tout cas, il fallait certainement payer les fournisseurs. Oui, il y a de toute façon un flux financier. Alors, voilà. On va le voir un petit peu plus tard. Il n'était pas à ma portée, certes, mais de toute façon, une supply chain n'échappe pas à cette règle des 3 flux. Super. Bah, écoute, merci pour tout ce rappel, j'ai envie de dire un peu théorique. Maintenant, si on se replonge dans le début de ta mission, tu arrives donc, voilà, il y a quelques semaines qu'on passait juste après le confinement. Et tu arrives donc chez Santé publique France, et là, j'imagine que les enjeux devaient être énormes, parce que cette crise inédite est venue perturber, on l'a vu, pas mal de supply chain, hein. Voilà, et l'agence n'y a pas échappé. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler les grands enjeux auxquels tu as fait face en arrivant? Alors, sur un plan général, en fait, ce qui se passe, c'est que la supply chain, en temps normal, ce n'est pas quelque chose qui fait la une des journaux. Ce n'est pas quelque chose qui fait grand bruit. Et pourtant, Dieu sait que ça a malgré tout son importance. Le grand public, on n'entend pas forcément parler, alors que sa vie et beaucoup d'activités sont rythmées par le cadencement de cette supply chain et la solidité de cette supply chain. Élément important, c'est un domaine dans lequel il faut de la proactivité. Il faut essayer de voir en avance de phase, pouvoir prévoir, anticiper et prendre les mesures qui vont bien pour pouvoir gérer les aléas, en quelque sorte. Et ça a son importance. On le verra dans cette crise qui a surpris tout le monde et qui a généré notamment un défaut de planification, puisqu'on ne l'avait pas vu venir. Et pour tout dire, pendant cette crise Covid, le grand public a entendu parler de supply chain en matière de rupture de stock, retard de livraison, pénurie de conteneurs, relocalisation, bref. C'était un sujet qui était, j'allais dire, un petit peu anxiogène. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, j'arrive à Santé publique France, pour la mission, et je vais faire un petit parallèle avec les 3 flux dont on a parlé tout à l'heure, et présenter un petit peu, j'allais dire, le bilan initial de lorsque j'ai débarqué dans une pièce où on m'a dit « c'est là que tu vas travailler » avec les quelques personnes qui sont là, et il faut faire le job. Voilà. Donc, on va attendre juste qu'on soit un tout petit, synchronisé avec la présentation, comme ça sur la slide suivante. Sur la slide suivante. Donc, le flux physique. Alors, le flux physique, le problème, c'est qu'il n'était pas résilient. J'entends par là que il y avait des stocks initiaux insuffisants. Ça fait la une de tous les journaux. Ça a d'ailleurs fait gros bruit dans les journaux. L'approvisionnement était difficile, on s'en est rendu compte parce que la production était externalisée. Et puis tout le monde voulait le même produit au même moment. Le monde entier voulait des masques au même moment, dans des quantités qui étaient assez énormes. Et puis se posait le problème de la distribution, on en a parlé tout à l'heure, vers les clients. La distribution était tellement énorme, il y avait tellement de clients à servir que les circuits classiques, j'allais dire, n'étaient pas adaptés. Ce n'était pas suffisant. Si on prend le flux d'informations, caractère exceptionnel de cette crise,
des milliers de données à traiter, des milliers de data à traiter très rapidement, en fait, on se retrouve dans une situation où on a une demande qui est complètement déséquilibrée par rapport à l'offre. On a des produits qui sont compliqués à tracer, qui sont compliqués à suivre parce que on force la production et donc il en arrive un petit peu partout. Et comme on est pris dans un sprint pour pouvoir gérer les effets de la crise, eh bien c'est compliqué. Du coup, même chose pour les fournisseurs, c'est exactement le même constat, puisque les fournisseurs arrivent au fur et à mesure en fonction de l'augmentation de la demande. Un nombre de clients innombrable parce qu'il fallait livrer, en ce qui concerne Santé publique France, la totalité des établissements soignants, plus le personnel libéral. Enfin, c'était colossal, c'était quelque chose de jamais vu. Et pour le coup, bien évidemment, pour traiter et récupérer la totalité de ces informations, on avait des canaux qui n'étaient pas bien établis, on avait des canaux qui n'étaient pas bien identifiés, avec une certaine cacophonie qui part d'un bon sentiment et de la volonté de bien faire, mais qui, au final, a complexifié un petit peu l'affaire. Oui, parce que tu arrives quand même avec des équipes qui sont certes restreintes, avec des outils qui étaient peut-être limitants au moment où tu arrives, mais en revanche, un engagement humain des équipes qui était déjà très, très fort, en fait. Un investissement des gens qui étaient déjà en train d'essayer de dire, voilà, c'est une mission, mais c'est une mission qui sert pour l'ensemble de la nation. Oui, bien sûr. C'était un niveau d'engagement qui était extraordinaire, parce que la mission était extraordinaire. Voilà, je rappelle à l'époque, à ce moment-là, on avait les réanimations étaient pleines, il y avait beaucoup de morts. Enfin, c'était quelque chose qui avait sonné littéralement le pays. pays. Donc derrière, les gens qui ont été impliqués dans la résolution des problèmes au fur et à mesure, avec la pression qu'on peut imaginer, avec l'urgence que l'on peut imaginer, étaient totalement engagés dans le projet, oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et pour finir sur les fameux flux, le flux administratif et financier, il y a un budget qui a explosé. Au niveau achat de tout ce qui était. Là, il y a le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte de notre président, qui a fait que le flux financier est devenu complètement échevelé. Et puis un système de traitement administratif qui n'était pas adapté au volume et au flux qu'on était obligé de traiter. Alors justement, dans ce contexte exceptionnel, tu as eu à mettre en œuvre un certain nombre de solutions qui étaient elles aussi exceptionnelles, pour le coup, avec des moyens. Voilà, oui. Je ne dirais pas une liberté, mais en tout cas, une possibilité de déployer très vite, très fort, comme c'est le cas quand on gère une crise. Parce qu'on est bien là pour parler d'une gestion de crise, comme ça peut se retrouver. On parlera des entreprises à la fin. Mais dans ce sentiment d'urgence, en fait, qui permet d'accélérer et tout. Alors, est-ce que tu peux nous partager les quelques solutions que tu as eu à mettre en œuvre ? Oui, bien sûr. Alors, contexte exceptionnel, et je tiens à le souligner, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'avoir une confiance immédiate. Alors, non seulement de la part de Valumène qui est venu me chercher et qui a proposé mes services, mais aussi de la part de la direction, de la direction et des équipes existantes de Santé publique France pour pouvoir avancer. Et donc, dans ce contexte exceptionnel, deux petits points. Le premier, c'était dans un contexte, dans une sensibilité et une pression énorme, qui est tout à fait compréhensible. Tout le monde se rappelle la course des masques, la pression au niveau du gouvernement, donc la pression au niveau du ministère, donc la pression au niveau de Santé publique France, et donc être obligé de réagir très très vite. Ça, c'était un côté, le côté un petit peu lourd. Le deuxième petit point sur lequel je voulais faire un focus, c'est un régime dérogatoire qui nous a permis de fonctionner et d'aller vite. Ce fameux régime dérogatoire qui est l'urgence impérieuse, voilà, qui a permis de faire sauter un certain nombre de codes, notamment le code du marché, pour pouvoir réagir rapidement, notamment en matière de stockage, pour tenir des entrepôts, des capacités de transport très très rapides. Ça a été particulièrement bénéfique pour pouvoir avancer. Alors,
en termes de solutions, il y a toujours le premier dispositif que l'on jette quand on arrive. Et ça, ce sont des solutions immédiates. Moi, ce que j'ai eu à traiter immédiatement, c'était l'organisation, les effectifs et le pilotage. Organisation, pourquoi? Parce qu'en fait, cette cellule n'existait pas. Il existait bien de la logistique, mais c'était de la logistique qui était adaptée à ce que faisait Santé publique France et au niveau de stock et au niveau des produits qu'il gérait avant la crise Covid. La cellule logistique telle que je l'ai connue n'existait pas. Donc, il a fallu travailler sur son organisation. Il a fallu travailler sur les effectifs, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait 3 jeunes personnes, et je dis jeunes parce que j'étais plus jeune que mes enfants pour certaines, et qui étaient là et qui ne savaient pas trop par quel bout prendre le problème. Donc, j'ai eu carte blanche pour pouvoir faire du recrutement. Et puis, le pilotage, eh bien, lorsqu'on est en situation de crise, il est particulièrement important d'avoir des indicateurs particulièrement pertinents pour pouvoir vite faire les ajustements qui sont nécessaires pour être efficaces. Je me souviens de ton tableau et du management visuel que tu as mis en place quand on s'est recroisés dans le suivi de mission, où tout de suite, quand on rentre dans ton bureau avec ton équipe, il y a un tableau derrière toi et les curseurs bougent, ça change tous les jours. Alors, c'est pas un écran, hein, c'est au marqueur. C'est au marqueur, mais voilà, on sentait qu'il y avait une vraie vertu à vouloir tout de suite suivre le chiffre de près, maîtriser la situation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça avait retenu mon attention. De la réactivité pour pouvoir non seulement travailler, mais en plus, il y a plein de gens qui venaient dans le bureau pour savoir où en sont le stock, où en sont les plateformes, où en sont les transports, les bateaux, les avions. Et ça, pour ça, rien ne vaut des indicateurs visuels pour pouvoir rapidement donner des réponses et puis continuer à se consacrer aux urgences qui défilent. La deuxième salve, j'allais dire, de mesures, qui est du moyen terme, celui-là, c'est de la communication. Alors, dans cette situation de crise, la communication, c'est déjà hors crise, c'est important, mais pendant la crise, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Vital, ouais. Vital. Communication vers les fournisseurs. Communication vers les dépositaires, les plateformes logistiques. Communication vers les clients. Communication vers le ministère. Communication en interne. Communication vers les autres services de l'agence. Enfin, très, très important pour pouvoir donner de la cohérence à l'ensemble et puis que chacun puisse se situer et optimiser sa prestation au sein de la prestation collective. Ça, c'est un rôle que tu as pris toi vraiment personnellement. C'est quelque chose qui se délègue. Comment on travaille sur ce… Moi, je l'ai pris en tant que patron de la cellule logistique. Mais j'ai tendance à dire que chacun est responsable de sa communication. Ouais. Le patron, le chef, on va dire, lui, coordonne, donne les éléments de langage, et organise tout ça. Ouais. Mais chacun, à son niveau, porte la responsabilité de propager la communication. C'est pour ça qu'il faut une communication coordonnée d'ailleurs, parce que si chacun donne son avis dans son coin, ça donne des messages, ça donne des messages contradictoires. Avec des messages contradictoires et on va perdre du temps. Voilà. Mon deuxième souci, ça a été le stockage, parce que on est arrivé dans une situation où les niveaux de stock qui arrivaient de Chine, par des bateaux, par des avions, qui arrivaient de Malaisie, qui arrivaient de l'Europe. Enfin bon, c'était monstrueux. Donc, il a fallu rapidement trouver une solution pour du stockage. Et c'est ce en quoi l'urgence impérieuse nous a permis de répondre largement à ce point-là. Et enfin, pour un manager de transition, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à un moment donné, on va partir. Donc, sur le long terme, il faut, notamment en période de crise, dès le début, pour pouvoir gérer correctement, il faut imaginer la suite, imaginer la fin. Ça s'est traduit par un travail de standardisation qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. On n'est pas sorti encore de cette crise. On est en train de, on a eu de belles victoires, mais on n'a pas encore fini. Mais il faut penser à la standardisation, parce qu'on met en place un certain nombre de process qui sont mis, j'allais dire, au fil de l'eau, qui sont mis, j'ai l'habitude de dire, on construit la maison alors qu'on a déjà commencé à habiter dedans, ce qui n'est pas très pratique. Mais voilà, et il faut penser à faire cette standardisation pour que les suivants puissent s'y retrouver et puissent enchaîner et continuer le travail. Et c'est la phase que j'appelle pérennisation, puisque
une fois que la crise est passée, eh bien le contexte a changé, les données sont différentes, le contexte est différent, et à ce moment-là, eh bien, il faut que ce qui a été mis en place pendant la crise puisse devenir un standard et être utilisé. Alors justement, si on regarde ton intervention en tant que manager de transition, je vois qu'il y a déjà des questions et je remercie ceux qui les posent. Là, Bernard s'est connecté, merci. A posé une question, on va y répondre, notamment à travers ce qu'on attend d'un manager de transition. Dans cette situation-là, s'il fallait retirer quelques leçons de quelle est la bonne posture d'un manager de transition, quelles sont ses compétences en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, pour prendre une situation telle que celle que tu as vécue et en arriver aujourd'hui à passer le relais à une équipe avec un certain nombre de process qui sont stabilisés, avec un certain nombre de choses qui vont s'inscrire dans la continuité. Voilà. Qu'est-ce que tu as, si on devait retenir 3-4 idées de la bonne posture d'un manager de transition. D'accord. Des qualités de manager de transition, il y en a plein, en fait. Nous sommes d'accord, Eddy. Maintenant, je me suis focalisé sur 3 principales, on va dire, 3 caractéristiques principales. La première de ces caractéristiques pour le positionnement d'un manager de transition quand il arrive sur une mission, c'est l'agilité. L'agilité, c'est-à-dire la capacité, quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec une mission dont on n'a pas forcément la portée. Moi, quand je suis rentré à Santé publique France avec Nicolas, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Très sincèrement, j'ai entendu la crise, oui, le confinement, oui, le problème des masques, oui, mais concrètement, je n'avais pas d'idée de ce que ça allait être. Et donc, l'agilité, c'est cette capacité à rentrer quelque part et puis s'adapter. D'accord ? Il faut de la capacité d'adaptation au contexte, aux personnes, à la mission, aux aléas. Il faut de la flexibilité parce que lorsqu'on arrive, comme tu dis, il y avait déjà des choses qui étaient en place, il y avait déjà des gens qui œuvraient au sein de Santé publique France. Il y a peut-être des choses qui étaient déjà bien et qu'il fallait reprendre et d'autres qu'il fallait innover. Et puis de l'amélioration continue parce que il ne faut jamais rien tenir comme acquis. Il faut savoir aller chercher ailleurs les choses qui vont bien pour pouvoir en permanence optimiser les process et améliorer les résultats. Ok, donc agilité, c'est très très clair. Tu ne l'as pas écrit, mais tu m'as beaucoup parlé là quand on a déjeuné ensemble aussi de la capacité d'écoute, qui est quand même une compétence forte d'un manager de transition. En tout cas, sur les premiers temps quand il arrive, de ne pas forcément arriver avec des solutions toutes faites, mais d'écouter, de comprendre chacun, de comprendre les forces qui sont en présence, pour tout de suite tirer la matière, la bonne matière première et créer de la cohésion au sein de l'équipe. Alors ça, je le mets dans le deuxième point. Je le mets dans la résilience. T'anticipes. Voilà, non, c'est que tu as. Je le mets dans la résilience. Pourquoi ? Parce que la résilience, c'est générer un nouvel état d'esprit, c'est redonner de la confiance aux gens dans une situation de crise aussi grave que celle-ci, aussi intense que celle-ci. C'est diffuser de la sérénité. Et pour ça, pour générer ce nouvel état d'esprit, il faut savoir écouter les gens qui sont là, savoir ce qu'ils font d'abord, leur demander s'ils ont déjà des solutions, puisqu'ils étaient là avant moi. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place ? Et cette capacité d'écoute permet de donner de bonnes conditions pour le rebond dont on a besoin. Okay. Pour ça, le manager de transition, il doit savoir gérer le stress et les peurs des individus. Enfin, voilà. Alors, je dis des individus, ça peut être aussi bien des collaborateurs que des fournisseurs, que des clients, que de la hiérarchie, que voilà, c'est vraiment gérer tout ça. Donc, donner ou redonner confiance, diffuser de la sérénité, et puis de la persévérance, parce que parfois c'est pas simple. En fait, il s'agit de se faire accepter, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Moi, ça s'est bien passé, mais parfois c'est un petit peu compliqué. Et donc, il faut être accro à la mission pour pouvoir la mener jusqu'au bout.
Allez, une dernière qualité, là. Et la dernière qualité, alors qui n'est pas des moindres, moi, c'est quelque chose que je mets vraiment en exergue. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets à la fin, parce que c'est vachement, pour moi, c'est très, très important. Le leadership. Alors, on parle de manager de transition. Moi, je dis, on devrait dire leader de transition. Parce que quand on arrive dans ce genre de situation, on arrive dans une période qui est un petit peu difficile pour l'entreprise ou pour l'agence, et on doit absolument prendre la mission à bras le corps et être devant ou pousser très fort pour que les choses se mettent en place. C'est crucial. En temps de crise, c'est crucial. Ce leadership, il s'exprime d'abord à travers les qualités intrinsèques de l'individu, parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas forcément fait pour être leader. On peut être un bon manager et pas forcément être un bon leader. Maintenant, il y a des choses qui s'apprennent et d'autres pas, mais il faut avoir cette envie et cette volonté dès le départ. Bien évidemment, l'application de ce leadership s'adapte à la nature de la situation à gérer, parce qu'il ne faut pas rajouter de la pression à la pression, et il ne faut pas être trop mou si jamais, quand la situation l'exige, il faut être attentif à ça. Et enfin, ces qualités de leadership, bien évidemment, doivent s'adapter aux qualités du groupe auquel ils s'appliquent. Ouais. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique. On fait pas, il n'y a pas de petit bouquin qui va vous dire dans telle situation on fait ça, telle situation on fait ça. En revanche, il y a une vraie capacité d'écoute, d'observation, d'analyse et de décision derrière. Alors, j'ai même envie de rajouter, pour t'avoir observé, parce que j'ai eu l'opportunité dans le suivi de mission de t'observer, c'est que on voit que oui, tu as eu ce qu'on pourrait appeler une forme de leadership naturel. En tout cas, tu sais montrer, être démonstratif dans ton engagement. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté passion en plus? Parce que on a parlé en introduction de choses très théoriques sur la supply chain et la logistique, mais tu as une nature aussi de quelqu'un de curieux et avec cette envie de transmettre, en fait. Et la transmission, souvent, ça passe d'abord par la passion. Moi, j'avais l'impression, en t'observant, c'est que alors qu'on était dans un contexte qui était compliqué, qui pouvait même être parfois morose, parce que tous les jours n'étaient pas ponctués que de bonnes nouvelles. Il y avait aussi des difficultés avec des fournisseurs, enfin en amont, en aval, enfin tu as été confronté à un certain nombre de, voilà, toi et tes équipes, d'aléas, de variabilité de la demande, comme on dit, ou de la variabilité de la qualité de fournisseur de l'autre côté. Comment tu as fait voilà, moi j'avais l'impression que c'était cette capacité à être passionné, à aller au-delà, parce que tu avais envie de réussir et réussir ensemble. Hein. C'était important pour toi. À chaque fois, tu me disais, oui, non, mais c'est le collectif, en fait. Moi, je suis juste là, mais... Alors, ça rejoint, il y a déjà des questions, en fait, qui arrivent. On va les prendre... on va les prendre au fur et à mesure, mais voilà, si tu veux rebondir sur ce point-là, et puis après, on attaque vos questions-réponses. Juste pour rebondir là-dessus, alors, moi, j'ai le culte de la mission. Voilà. On va dire, c'est peut-être mon côté militaire, mais je l'ai aussi, je l'ai maintenant, comme je l'avais quand j'étais militaire. Le culte de la mission, c'est tout faire pour que la mission réussisse. On ne fera rien tout seul. Et il faut avoir envie d'embarquer les gens. Il faut les emmener avec soi. Il faut leur raconter une histoire. Il faut les motiver. Il faut les transcender parfois même. Dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, eh ben, le chef, il ne peut pas se permettre. Nous, on avait l'habitude de dire à l'armée, si le chef il s'assoit, la troupe se couche. Donc, on ne peut pas arriver sur une mission comme ça, ou quelle que soit la mission d'ailleurs, en étant ni figue ni raisin, et en n'étant pas convaincu de ce qu'il va falloir faire. D'accord ? Et pour finir, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, voilà, regrouper là, les trois principes dont j'ai parlé, et je me suis amusé un petit peu à les caractériser, à leur donner une petite couleur. L'agilité, c'est savoir s'imposer avec humilité. C'est-à-dire, j'arrive, j'ai été désigné comme le chef, mais on n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles, en faisant voler tout en éclats, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, c'est moi le meilleur, avant moi, vous n'étiez rien, avec moi vous serez tout. Voilà, savoir s'imposer avec humilité. Il faut s'imposer, c'est clair, mais il faut le faire avec la juste énergie qui va permettre d'être reconnu et d'être suivi. Voilà.
Souvent, c'est d'ailleurs en se remontant les manches et en sautant dans la fosse d'abord pour que les gens suivent. L'exemple. Voilà. La résilience, c'est faire grandir. Faire grandir dans la sérénité. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire avancer les gens à marche forcée. Ça ne sert à rien d'essayer de leur faire peur ou de les terroriser pour les faire avancer. C'est pas la bonne méthode. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas taper un peu du poing sur la table et secouer un peu ceux qui en ont besoin pour pouvoir avancer. Mais pour leur apprendre la résilience et la sérénité, il faut y aller à la juste mesure. Mais il faut soi-même déjà être voilà, enfin, en tout cas, cultiver un peu son ressourcement, être soi-même déjà bien dans ses baskets. Tout à fait. Okay. Je dis en être en parfait équilibre pour pouvoir gérer les déséquilibres extérieurs. C'est bien dit. Voilà. Et enfin, le dernier, j'aime bien le dernier parce que au niveau du leadership, un manager de transition ne doit pas oublier qu'il n'est pas là de façon permanente. Il doit savoir tout à l'heure, il va partir. C'est ce que j'ai appelé cultiver l'art de se rendre inutile. Petite anecdote, régulièrement dans mes différentes affectations militaires, il y a un moment où j'ai eu jusqu'à 16 déménagements, donc affectations différentes, missions différentes. Et j'étais content quand j'arrivais à côté de mon adjoint en lui disant à quoi je sers. Il me disait pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que quand je dis il faut faire quelque chose, c'est déjà fait. Quand je dis il faut penser, c'est déjà fait. Et donc à ce moment-là, je sais que je n'ai plus besoin d'être là et la mission est gagnée. Merci beaucoup, Eddy. Merci pour ce témoignage. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on attaque les questions-réponses. Il y en a déjà beaucoup qui sont arrivées. Allez, Elisabeth en premier, ça va faire une belle transition avec ce que tu viens de dire. Alors, attendez, il y a un petit drag and drop à faire. Elisabeth nous dit, alors Eddy, quelle différence il y a entre la gestion de crise dans l'armée, donc sur un théâtre d'opération, gestion de conflit, et une gestion de crise sanitaire? Est-ce que pour toi, il y a des choses que tu as observées qui sont différentes? Alors si ce n'est, j'imagine qu'il n'y a pas des balles qui sifflent au-dessus de la tête. Non, moi je crois qu'il n'y a pas de différence. Une situation de crise, c'est une situation de crise. C'est-à-dire que c'est un état des choses qui est exceptionnel par rapport à la vie normale, j'allais dire. Et il ne faut pas faire de distinguo. Il y a simplement, des solutions adaptées à la situation. Ouais. Une crise est une crise. Une crise, c'est un état. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de spécificité. C'est un état d'esprit dans lequel on doit se mettre pour pouvoir gérer l'urgence, gérer les besoins. D'accord. Alors, autre question qui était arrivée tout à l'heure de Bernard. Alors, pourquoi SPF a-t-il fait le choix du recours à une solution de management de transition? La mission consistait à conforter ou bien à pallier des lacunes circonstancielles. Voilà, c'est un peu, je pense qu'il y a un peu des deux, mais en tout cas, le management de transition prend tout son sens quand il faut rapidement combler un besoin par rapport à un dimensionnement qui devient hors norme. Voilà, c'est-à-dire que le management de transition permet de mettre à disposition rapidement de la technique, de la connaissance spécifique. Par exemple, quand je suis arrivé, Santé publique France cherchait un logisticien parce qu'il n'avait pas cette compétence-là. Et donc, il fallait répondre à l'urgence. Il n'y avait pas le temps de recruter, de faire un process normal. Et donc, là-dessus, un manager de transition était tout à fait indiqué. Alors, autre question. Thierry, le facteur humain. Alors, quelle part le facteur humain représente-t-elle dans la réussite de la mission? C'est tout. C'est l'essentiel. Ouais. On ne fait rien tout seul. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment être capable d'embarquer les gens. Il faut fonder une équipe, il faut la modeler, il faut la pousser, il faut l'adapter. Le facteur humain est essentiel. Ouais. Si une partie de l'équipe lâche, surtout quand on est en situation de crise, si une partie de l'équipe lâche, il y a de fortes chances que la mission ne soit pas réussie. Alors, autre question de Laurent qui demande où en est aujourd'hui cette structure de crise, donc ce qui a été mis en place, est-elle pérenne, stabilisée, a-t-elle vocation à perdurer dans le temps, ou encore est-ce que ces mouvements ou temporels, notamment en fonction des fins annoncées, où on voit même
des nouvelles qui arrivent un peu en avance, comme celle qui est arrivée du Premier ministre hier. Qu'est-ce que ça a comme impact, quelque part, ces décisions, ces grandes décisions? Alors, on est parti d'une situation où il n'y avait rien. On a mis en place un premier dispositif pour les EPI. On a mis en place, on a consolidé cet effectif et ce dispositif pour les vaccins. Ça va tout changer pour Santé publique France. On a maintenant un nombre de palettes et de pays considérable. Il faut mettre en place un flux qui n'est encore pas déterminé pour les vaccins en fonction de s'il faut vacciner tous les 6 mois, tous les 1 an. Donc, c'est fondamental comme changement. J'ai dit régulièrement à mon équipe, Santé publique France a changé de dimension. Maintenant, il va falloir pérenniser une structure logistique qui prendra en compte tous les enseignements qui ont été tirés pendant cette crise, prendra en compte le stockage, la distribution, l'anticipation, la rotation du stock. Enfin, c'est fondamental. C'est en cours de pérennisation puisque, comme je le disais, on va partir. Donc, il faut que, à un moment donné, Santé publique France soit autonome et l'équipe qui va bien pour pouvoir continuer ce travail-là et être prêt aux prochaines aléas. Donc, il y a une transmission, il y a un savoir-faire qui s'est accumulé. Dans l'entreprise classique, dans le monde civil, on parle de l'entreprise apprenante. Quelque part, si je comprends bien, tu as été un des maillons au sein de l'agence pour qu'elle enrichisse son savoir-faire technique. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, pour rendre pérenne, quelque part, en vue de situations de crise qui pourraient arriver dans le futur. Tout à fait. Et le but, c'est d'amalgamer toute cette aide extérieure que j'ai été, moi, manager de transition, et les consultants qui sont venus, avec la base permanente de Santé publique France pour établir un système pérenne et solide. Il y a Jean-Nicolas qui nous demande, c'est assez rigolo, que si en tant que manager de transition, où finalement tu dois connaître pas mal de choses sur différents domaines, si tu n'as pas tendance à être perçu comme le Messie parfois, et si on ne repose pas trop de choses quelque part sur tes épaules, est-ce que c'est pas le risque finalement quand on arrive dans ce type de contexte de crise, que ce soit en entreprise ou là dans ce contexte-là, de dire voilà, le manager de transition, ça va être lui qui va tout faire, ça va être le sauveur? Non, le manager de transition, c'est pas lui qui fait tout et il ne sait pas tout. Et je vais même plus loin. Le manager de transition, il connaît le domaine, mais c'est pas à lui de tout faire. Et c'est là qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se comporter comme le Messie, celui qui arrive et qui a toutes les solutions. En revanche, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur les gens qui sont là et qui connaissent, qui sont des techniciens. Pour faire un parallèle avec ma vie militaire, moi, quand j'étais chef du bureau maintenance et logistique, c'est pas moi qui disais au mécano quelle clé il fallait prendre pour démonter le moteur. En revanche, j'étais capable de lui dire quand est-ce qu'il fallait le démonter, quel était le moteur prioritaire par rapport à un autre et combien de temps il avait pour le faire. Un manager de transition, il faut qu'il fasse à peu près comme ça. Autre question de Bernard qui demande si l'exercice du leadership, il n'est pas plus difficile pour un manager de transition qui est là que de passage finalement dans l'organisation. Voilà. Comment on réagit, comment la direction peut-elle renforcer la légitimité du manager de transition? Alors ça, c'est un point important. Il faut impérativement que la direction légitime la présence du manager de transition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit parachuté, qu'il arrive comme ça, sorti de nulle part, et qu'il arrive par magie dans le dispositif. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, en se mettant dans la position de celui qui est là de passage pour pouvoir aider, mais qui va finir par partir, et en impliquant les gens avec soi, en les embarquant et en les mettant en avant, il y a deux façons de conduire. La première, c'est je remonte les manches, c'est allez, tout le monde derrière moi, et bon, mais à un moment donné, et il y a aussi la façon de se mettre derrière et de dire, bon, ok, mais derrière tout proche, quand je dis derrière, c'est pas, voilà, mais c'est être dans le dispositif, mais légèrement en retrait, qui consiste à dire, voilà, j'ai un problème, ah oui, d'accord, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta solution que tu proposerais? Et on attire les gens comme ça. Et il faut absolument que cette légitimité soit là, parce que sinon, on piétine
Et puis quand on repart, tout retombe comme un soufflet. Alors, je pense que ça répond à la question de Patrice, qui demandait quelle est la plus-value apportée par le statut de manager de transition dans un contexte si particulier. Je crois que tu viens de donner plus ou moins la Oui, réponse. Ouais. oui, c'est ça. Alors, question d'Elisabeth. Quel bilan faites-vous après 12 mois comme manager de transition au sein de Valumène? Là, tiens, on s'échappe un petit peu du contexte avec l'agence et voilà, dans cette relation avec nous. J'ai découvert une agence Valumène qui est extraordinaire pour un manager de transition. Voilà, Merci. Je suis pas du genre à flatter, donc c'est Oui, vraiment. Merci, on prend quand même comme cadeau. On se sent. Alors voilà, un manager de transition, c'est jamais seul, en fait, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a toujours derrière un backup, il y a toujours quelqu'un, un directeur de mission. Voilà, un directeur de mission qui s'inquiète de savoir si tout se passe bien, si tout est en ordre. On parlait tout à l'heure de l'omniscience. Si on ne l'a pas, eh bien, on peut se retrouver. De toute façon, on ne l'a pas, mais on peut se retourner vers le directeur de mission qui peut aider sur certains points, apporter quelques points techniques et qui peut être en backup pour pouvoir accompagner la mission. Et ça, chez Santé publique France, enfin chez Valumène, pardon, je mélange les deux agences. Chez Valumène, c'est un point qui est remarquable parce que on n'est pas lâché dans la nature et on n'est pas tout seul à se débattre face aux problèmes. Et moi, je suis très heureux de la confiance qui m'a été accordée. J'espère en avoir été digne et pour le coup, ça donne envie de rester. Écoute, avec plaisir. Alors, on peut aussi expliquer que au-delà de cette première partie, de cette première trajectoire que tu as eue au sein de Santé publique France, récemment, ce qui n'est pas toujours le cas dans le management de transition, tu as un collègue qui est arrivé, tu as un autre manager de transition qui est arrivé, et je trouve ça intéressant parce qu'on a eu l'occasion d'en débattre juste avant le webinaire. Voilà, quel est le rôle d'un manager de transition quand il accueille un autre manager de transition sur la mission, mais qui vient compléter, parce que tu aurais très bien pu, et je crois que c'est une des questions qui a été posée, je ne sais plus par qui, tu aurais très bien pu te dire à un moment donné, mais attendez, mais en fait mon périmètre il est peut-être pas assez large, moi j'aurais voulu m'attaquer aux achats, j'aurais voulu aller plus bas, ou m'occuper de la supply chain et pas que de la logistique. Là, ça a été assez composite, et il y a un manager de transition qui vient en plus. Alors il s'avère que c'était sympa parce que c'est aussi un manager de transition Valumène, mais voilà, quel rôle, voilà, comment tu perçois, toi, comment tu as perçu les choses et quel rôle tu t'es donné pour intégrer un manager de transition? Mon rôle, il était assez simple, c'est lui faciliter la venue, c'est-à-dire d'abord annoncer qu'il allait arriver, qui fait partie de la communication dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis ensuite le mettre rapidement dans le bain, pas le chaperonner, mais disons le cornaquer, lui donner rapidement les clés, parce que un des principes dans le management de transition, c'est qu'on arrive dans une situation où on attend des résultats tout de suite. Il faut aller vite. Ouais, il faut aller on n'a très pas vite. Le temps de, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter à la mission et partir. Et donc, je pense que Georges a apprécié le fait qu'il y ait déjà quelqu'un dans la place pour pouvoir lui donner les points clés. Et puis ensuite, se répartir les tâches, parce que là aussi, histoire de ne pas se marcher sur les pieds, de façon à ce qu'il rentre rapidement dans son rôle et puis qu'il me rejoigne dans le TGV lancé à pleine vitesse. Alors, allez, une question suivante. Comment conserver son énergie sur la durée lorsqu'un manager de transition doit piloter et gérer une crise sur la durée? Alors ça... comment on va chercher son ressourcement? Parce que tu as fait, parce que allez, tu as travaillé avec une amplitude horaire assez incroyable. C'est conséquente. Je sais que tu as donné beaucoup de tes week-ends, que ça, à un moment donné, ça peut même poser des questions au-delà de ton ressourcement mental, physique, mais même dans sa vie familiale. Ça peut avoir des répercussions. Comment tu as géré ça? Alors, moi, j'ai un peu de chance. Enfin, je considère ça comme une chance. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et le peu que je dors me ressource rapidement. Donc, mais important, au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut être éduré. Je disais régulièrement à mes équipes dans le briefing du matin, parce que je tiens à ce briefing du matin, c'est un marathon, voire un double marathon. C'est pas du sprint.
Donc, il ne s'agit pas de partir à fond la caisse et puis, à un moment donné, de tomber, parce que sinon, ça déséquilibre l'édifice. Donc, il est impératif que dans ce genre de mission longue, intense, ardue, fatigante, voilà, il faut savoir se ménager des plages. Donc, ça veut dire, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de responsabiliser les gens et de les rendre autonomes le plus rapidement possible. Ça veut dire être capable de déléguer. Ça veut dire être capable de se prévoir des moments où on se met un petit peu en retrait quand la machine tourne bien, pour pouvoir se concentrer sur le step d'après, le bond d'après, et puis se concentrer sur les gros aléas quand ça arrive et ne pas être consommé, j'allais dire, dans la routine, quoi. Voilà. Ça, c'est super important. Alors, il y en a qui ont la chance de pouvoir récupérer très vite, d'autres un peu moins. Il faut que chacun adapte ça, mais il faut penser à être éduré. C'est important. Mais ça doit être, j'imagine que tu as eu la même vigilance pour toi que pour tes équipes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est compliqué, à la limite, je pense que ton expérience de militaire t'a permis, tu t'emploies être très duré, ça fait partie du vocabulaire militaire, enfin du moins qu'on entend souvent. Il faut, enfin, le partager avec ses équipes, je pense que c'est important, surtout quand c'est des équipes qui elles, s'inscrivent sur le temps long, parce que tu dis que, bon, là, on sait que c'est bientôt la fin de ta mission, mais ces équipes-là, elles vont rester. Oui. Alors ça, c'est très important. Je parlais du bien-être du manager de transition pour pouvoir perdurer. Il est impératif que pour ces équipes, ce soit la même chose. C'est-à-dire qu'on avait organisé des périodes de télétravail, même si c'était compliqué, mais il le fallait, des périodes de vacances pour que les gens puissent se reposer et ne pas risquer de passer sur la tronche, de flancher. Donc ça aussi, c'est un point qui est particulièrement important pour que la mission garde sa cohérence. Alors, autre question de Loïc. Eddy, y a-t-il une différence significative entre la gestion de crise dans les armées et la gestion de crise dans le monde privé? Ça rejoint la question qu'on a dit tout à l'heure. Non, pour moi, la crise, c'est une crise. Après, ce qui est important, ce qui fait toute la différence, c'est rapidement voir quel est le public entre guillemets, auquel on s'adresse. On ne s'adressera bien évidemment pas de la même façon aux militaires que dans le monde civil, parce qu'on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas le même référentiel, on n'a pas forcément le même état d'esprit, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de garder l'état d'esprit de crise. On est en crise, donc il faut aller vite, il faut être efficace, il faut s'adapter rapidement. Et ça, c'est valable aussi bien dans les armées que dans le monde civil. La seule différence, c'est les personnes à qui on s'adresse. Ouais. Autre question de Mehdi Coulet qui demande, dans cette gestion de crise, on a l'impression que les politiques demandent plus de résultats, donc des sorties périodiques sans réelle réflexion en amont et en négligeant le facteur humain. Comment peut-on faire pour changer la situation? Est-ce la bonne méthode pour faire face à cette crise? Alors là, c'est vrai que c'est un vaste débat. Parce que connecter le monde politique avec le monde opérationnel, il y a des ponts, il y a encore des ponts à créer, même si on a vu qu'il y avait quand même une réactivité assez importante, justement grâce à la communication que tu évoquais. Moi, j'ai un avis assez simple là-dessus. Grosso modo, les politiques, ils ont la pression, ils prennent des décisions. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est pertinent ou pas, parce que derrière, je dois avoir un résultat. En revanche, ce qui est important, c'est d'absorber. On parlait de variabilité tout à l'heure, la variabilité des décisions. Voilà. Je ne critique pas, chacun à sa place. Moi, je suis logisticien et je fais au mieux avec mon équipe, avec la totalité de l'agence. On a fait au mieux. Un maillon sur la chaîne de valeur, comme on disait. Exactement. On était un maillon. Et comme la valeur d'une chaîne, c'est la valeur du maillon le plus faible, le but, c'est de ne pas être le maillon le plus faible. Donc, je ne suis absolument jamais posé la question de savoir est-ce que pertinent ou pas. En revanche, je me suis attaché, et on s'est attaché, nous, à absorber cette variabilité pour qu'il n'y ait pas de conséquences désastreuses et pour qu'on puisse arriver à la mission. Et dans ce cadre-là, on se met en mode proactif, on se met en mode proposition de solution, parce que les décisions qui sont prises et les ordres qui nous sont donnés, on les prend, on les analyse,
à un certain niveau. Et puis, eh ben, on propose des solutions qui permettent de ménager un peu la chèvre et le chou, comme on dit, de façon un peu triviale, et arriver à la mission sans remettre en cause les ordres qui nous sont donnés. Sinon, c'est un peu la fin du monde, quoi. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions, mais je vois qu'il y a eu quelques commentaires. Eddy qui te salue. A priori, tu avais un fan club avec toi. En tout cas, je remercie Jean-Charles qui nous suit régulièrement et qui souligne ton excellent témoignage. Je remercie aussi Bruno qui a réagi sur les remarques que tu as formulées et qui, a priori, ont résonné pour lui. Moi, on s'approche de la fin. Je voudrais vous rappeler que Valumène, alors déjà, on est un jeune cabinet de management de transition, mais déjà avec un rayonnement qui commence à se régionaliser. Je vous rappelle qu'il y a Valumène à Paris, mais on a aussi un bureau Valumène Atlantique à Nantes, avec 2 personnes de talent, Michel et Quentin. Que la maison Valumène, elle cherche à s'agrandir. Si vous nous suivez sur LinkedIn, vous aurez certainement remarqué notre super vidéo avec nos ambitions, notamment de nous développer sur les Hauts-de-France et sur la Méditerranée. Voilà. Aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à nous suivre à travers LinkedIn, à nous adresser des messages ou à nous adresser votre profil sur les différents directeurs de mission. Vous retrouvez toutes nos adresses mail sur notre site web. Et puis là, vous avez à l'écran les deux adresses, les 2 comptes, Valumène Group, Valumène Atlantique. Voilà, écoutez, c'est quand même assez extraordinaire parce que Nicolas vient d'arriver juste pour la fin. Voilà, donc ma foi, voilà, c'est un grand merci à tout le monde. À nouveau, Eddy, un grand merci pour ton témoignage. Voilà, plein de belles missions. Moi, ce que je retiens, c'est de l'énergie, c'est de la passion, comme je dis. J'espère que tu auras réussi à partager tout ça avec nos auditeurs ce soir. Je vous dis à très vite pour un prochain webinaire Valumène. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, je ne sais pas comment ça se gère après. Hop.